Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 479 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, on va parler de construction d'équipe et le secret des candidats au titre de toutes les équipes NBA. Mais surtout, quand vous jouez le titre NBA, vous allez tout comprendre. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Le secret des contenders. Donc, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce fameux secret? Mais quel est encore ce titre qui attire l'attention? Et de quoi on va parler aujourd'hui? Bon, alors aujourd'hui, justement, petit podcast sans prétention sur ce sujet qui me trotte un peu dans la tête depuis quelques mois, quelques temps, même plus que mois, années sans doute. Donc je me suis dit, ça y est, il faut un peu se lancer, il faut le faire. Le sujet, je peux vous le dire de suite, j'espère que le podcast ne sera pas très long parce que voilà, podcast sans trop d'ambition, le sujet n'est pas hyper complexe, on va pas expliquer des trucs phénoménaux aujourd'hui, mais ça valait le temps qu'on s'arrête un peu dessus. Donc aujourd'hui, alors je parle un peu du secret des contenders, donc des candidats au titre, pardon, pour ceux qui préfèrent les termes français, et je vous comprends. En vérité, c'est quelque chose que, à mon avis, toutes les équipes doivent et sont en train d'essayer de faire, mais c'est même précisément le but et tout le propos d'aujourd'hui. C'est un élément d'autant plus précieux et important lorsque tu es candidat au titre. Donc allons-y, rentrons dans le vif du sujet sans plus tarder. Les règles pour construire et pour bâtir une équipe la meilleure possible, et donc potentiellement championne NBA. Les règles empiriques, on ne parle pas de théorie théoricienne ici, on va pas, voilà, méfiez-vous un peu des théoriciens, mais sur de l'empirisme, sur constatons qu'est-ce qui se fait par l'expérience. Les règles empiriques en NBA sont assez simples, hormis exceptions, mais exceptions sont bel et bien des exceptions. On a deux règles, notamment la première, c'est il faut absolument un joueur top 15 NBA, ou même si tu en as deux, c'est encore mieux. Mais voilà, d'expérience, on remarque que les équipes qui vont au bout, finale NBA, finale de conférence ou carrément au titre, ce sont des équipes avec une méga star, et pas juste une star, pas juste un All-Star ou un top 30 ou un top 20, non. C'est vraiment le top du top du top du top. Donc ça, c'est la première règle. Et la deuxième, c'est que le truc, c'est que cette première règle, c'est une condition nécessaire d'avoir une méga star pour aller au titre, mais ce n'est pas une condition suffisante, puisque, deuxième point, il faut aussi dans le même temps une densité d'effectifs de très haut niveau. Donc là, vous me dites, bon, ok, t'es bien gentil, mais t'enfonces juste tes portes ouvertes, t'es en train de nous dire que pour gagner le titre, il faut une star et beaucoup de bons joueurs autour. Voilà, merci. Merci beaucoup le Basket Lab, on apprend beaucoup de choses. Non, mais alors c'est vrai que dit comme ça fait un peu bête, mais j'insiste quand même sur cette idée principale de une star, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. C'est aussi pour ça que chaque mois d'avril, juste avant les playoffs avec Baptiste, on s'amuse à faire un podcast spécial Supporting Cast, parce qu'on remarque bien que en vérité chaque année les équipes qu'on va classer dans les toutes meilleures Supporting Cast de NBA, les meilleurs, oui, j'ai pas le terme français, mais bref, c'est en général les équipes qui vont au bout. Depuis 3, 4, 5 ans. Alors on le fait pas avec Baptiste depuis 5 ans, mais moi je le fais un peu de mon côté, et à chaque fois je remarque que les équipes qui ont le plus de profondeur, c'est celles qui vont au bout. Là cette année encore, le OKC champion 2025 faisait partie, je crois, de notre top 2, top 3 des équipes qu'on avait choisies et sélectionnées comme parmi les meilleurs supporting cast de NBA, parce qu'il y a une question très simplement numérique, il faut avoir beaucoup de bons joueurs, parce que aussi il faut une variété de profils. C'est très utile d'avoir un profil titulaire, d'avoir un remplaçant qui a un profil un peu différent et un troisième remplaçant éventuellement qui a aussi un profil un peu différent. Donc une variété de profils pour affronter tel ou tel match-up tactique en play-off. Et puis, très simplement, pour une notion de variance. Et on retombe un peu sur l'aspect d'avoir numériquement plein de bons joueurs. Si tu en as un qui est pas bon, tu peux aussi en faire sortir un autre qui est un peu meilleur, qui va sortir de sa boîte, etc. Ou les fameux aussi joueurs à variance. Les joueurs qui, 9 fois sur 10, vont être totalement nuls. Des joueurs de pull-up qui vont rien va rentrer. Et puis il y a un match sur 10 ou 2 matchs sur 10 où finalement il va te sortir 20 points, 25 points. Il va te faire gagner un match de play-off à lui tout seul quasiment. Et donc une série, CF par exemple, la sortie de Buddy Hield en fin de série contre les Rockets. Voilà, sans le match de Buddy Hield, match 7, tu gagnes pas la série peut-être. Donc voilà, les joueurs à variance. Mais bref, donc deux règles de base, une méga star et un supporting cast à côté, une belle densité d'effectifs. Pour le premier point, pour les méga stars, bon, on va pas en parler aujourd'hui, on a déjà beaucoup parlé là-dessus. Notamment, je peux vous renvoyer vers l'épisode numéro 418 du Basket Lab, donc il y a pas si longtemps, 418, on l'a fait au début de l'été, je crois, qui s'appelle OKC Thunder champion, éloge du tanking, puisque pour obtenir une superstar NBA, il y a tout de même un peu un facteur chance en partie. Par exemple, un mec comme James Harden qui en 2012 apparaît sur le marché des transferts alors qu'il n'aurait jamais dû être disponible, mais
Ok, si à l'époque voulait pas payer la taxe, donc il fallait s'en débarrasser. Daryl Morey le prend, mais voilà, ça arrive une fois tous les 10 ans, une opportunité comme ça. 10 ans plus tard, il y aura Haliburton. Donc il y a ça. Sinon, il y a le côté chance de s'appeler Los Angeles Lakers et t'as été nul pendant toutes les années 2010, mais LeBron James veut venir chez toi, par exemple. Le côté, par exemple, chance aussi d'être à Miami, et donc Butler veut bien venir parce que tu as envie d'être à Miami. Voilà, il y a un côté chance, mais la manière la plus probable d'obtenir cette mégastar ou ces mégastars, c'est par la draft. C'est très simple, donc là on va pas refaire ce podcast-ci, mais je vous renvoie vers le podcast 418 pour ce point-ci sur les mégastars, on va pas le traiter aujourd'hui, mais voilà. Donc deuxième point, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, sur l'aspect de densité de l'effectif. Et c'est vrai que l'idée générale et principale en NBA, c'est qu'en vérité, il faut surperformer relatif au salary cap. Puisqu'on ne parle pas de foot européen, on ne parle pas d'un écart de budget comme le Real Madrid versus Evian Tonon-Gaillard, par exemple, ou encore pire, hein, ou le FC Niort, ou je ne sais pas quel club de national. Non, vous le savez, en NBA, tout le monde a à peu près, il y a des exceptions, il y a des manières de dépasser le cap, il y en a qui veulent bien payer la taxe, il y en a qui veulent pas payer la taxe, etc. Mais grosso modo, tout le monde a relativement à peu près le même budget salarial, à quelques millions près, à quelques parfois dizaines de millions près pour ceux qui arrivent à tricher, mais il n'y a pas d'écart non plus qui sont énormes. Donc en fait, le but du jeu en NBA, ça va être d'arriver à surperformer sur ton budget salarial et, pour le reformuler, d'avoir aussi une valeur sportive qui va largement dépasser la valeur de tes contrats. Et la valeur, surtout, du marché. C'est un peu ça l'idée, parce que les contrats, ils sont donnés relatifs à ce qui se fait sur le marché. Hein. Le marché économique, je veux dire, régit tout, la free agency. Donc, le but du jeu, c'est vraiment d'arriver à avoir une équipe qui surperforme en termes de valeur sportive par rapport à la valeur économique de leur contrat. Et pour essayer de le reformuler encore une fois, si vous voulez, c'est comme si par exemple vous avez un effectif à 100 millions, faisons très simple, hein, 100 millions de dollars, le but c'est d'avoir un roster qui sera payé 100 millions de dollars, mais qui techniquement en vaudrait beaucoup plus. Qui, si ces joueurs-là étaient rentrés sur le marché, auraient sans doute des contrats bien plus gros. Et donc, il faut que tu aies... Le but du jeu, hein, c'est vraiment ça, c'est de créer une espèce de disproportion entre ta valeur sportive et la valeur économique. Et c'est un peu, voilà, pour revenir un peu dans le passé, c'est exactement le but de toute compétition. Et Moneyball en baseball, c'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle un peu trouver un avantage compétitif, un avantage concurrentiel. Surtout que eux, pour le coup, Moneyball et le baseball, eux, il y avait un vrai écart. Et donc en fait, il y avait une vraie nécessité, hein, le fameux necessity is the mother of invention. Hein, pour le coup, c'est-à-dire qu'en baseball, le salary cap, il existe un peu, mais il y a quand même des écarts assez énormes. Hein. On autorise des écarts assez énormes. Et donc en fait, c'était une franchise qui avait un budget extrêmement réduit par rapport aux New York Yankees, par rapport à d'autres grandes franchises. Et donc, il fallait bien essayer de trouver la valeur là où elle était, et là où elle n'était pas valorisée, pour le coup. Et voilà, la révolution un peu Moneyball, début 2000, fin 90 même, ça commence un peu, en vérité, au niveau analytics, c'est ça. Et en fait, il y en a eu plusieurs. Il y a eu la révolution un peu de ce qu'on appelle le on-base percentage, où en fait, la ligue ne valorisait pas bien qu'est-ce qu'était un bon joueur. Hein, pour le simplifier, si vous ne connaissez pas le baseball, grosso modo, on valorisait que les joueurs qui arrivaient à taper dans la balle, alors qu'en fait, ceux qui arrivaient à avancer à la première base, mais juste en gagnant le duel face au lanceur, mais sans taper, juste en termes de contrôle, en termes de laisser passer les mauvais lancers, etc. Ben, ça, on l'avait loupé. Donc, eux, ils sont arrivés, ils ont pris les mecs qui étaient bons au niveau du on-base percentage, par exemple. Ensuite, il y a eu une deuxième révolution, quand tout le monde s'est un peu mis à la page, que tout le monde était un peu au même niveau, il a fallu trouver un autre avantage concurrentiel. On est parti sur le framing. Donc, cette fois, le catcher, est-ce que le catcheur qui arrive littéralement, c'est tricher, c'est faire croire à l'arbitre que la balle était en jeu alors qu'elle était hors jeu. Je simplifie encore une fois. Donc voilà, ça a été une révolution. Désormais, il y a encore plus avec la révolution un peu de type de lancer. On arrive à calculer la velocity, le spin rate, à quel point la balle tourne pendant le lancer. Et donc finalement, avec ce critère-là qui était inconnu avant, on arrive à dénicher des talents qui en fait étaient sur les stats un peu basiques, sont nuls, mais en fait sur les stats un peu avancées ah oui, en fait lui, il lance très bien parce que sa balle, elle tourne beaucoup, etc. Voilà, là, bon, parenthèse, si vous êtes intéressé, allez voir la chaîne Foolish Baseball, qui est vraiment une pépite à mon avis, mais fin de la parenthèse. Voilà, en fait, il y avait toujours ce truc en baseball de une révolution, tout le monde se met à la page, donc il faut trouver un nouvel
avantage concurrentiel. Pareil en NBA. En NBA, on a connu ça. Revenons un peu sur notre belle balle orange. Pour le coup, il y a eu la révolution un peu du 3 points qui est apparue, bien sûr, année 2000, avec Mike D'Antoni, etc., pour libérer l'espace intérieur. Puis la révolution dans les années 2010 de la drop defense. On arrête de défendre le pick and roll un peu tous de la même manière, en montant tous à peu près au niveau de l'écran. On commence à faire des drops. Donc forcément, d'ailleurs, le pull-up à 3 points est apparu comme contre-révolution. La révolution du mouvement de balle aussi, un peu avec les Spurs, qui a été prolongé un peu par la motion offense des Warriors, etc. La révolution défensive, même plus précis, c'est là-dessus en défense qu'il y a le plus de révolution. À chaque fois, on essaie de chercher un autre avantage compétitif, un autre avantage concurrentiel, parce que tout le monde se met à la page petit à petit, et donc l'avantage que tu avais, c'est réduit, il faut en trouver un autre. C'est un peu l'idée. Là, le prochain, actuellement, on est un peu dans la révolution du roamer, du libéro défensif. Hein, on joue un peu avec les match-ups. On a aussi, actuellement, depuis 1 an ou 2, une explosion des défenses de zone qui n'est pas étrangère au fait que le 3 points, on commence un peu à s'en moquer. Et maintenant, ce qu'il faut protéger, c'est le panier. Donc, les zones sont géniales, etc., etc. Et en fait, c'est exactement pareil. Là, je parle de révolution à l'échelle de la ligue, à l'échelle du jeu. Mais c'est exactement pareil au niveau des joueurs. C'est-à-dire que le but est d'aller gratter un avantage concurrentiel. À l'époque, en baseball, c'était aller trouver des joueurs qui n'étaient pas valorisés. En NBA, c'était ça aussi pendant un moment où, au début, on allait prendre donc notamment, par exemple, les premiers shooters en NBA qu'on prend, à l'époque des Knicks, les Knicks 2013, qui sont un peu une des premières équipes révolutionnaires. Bon, il y a Steve Novak, il y a Chris Copeland, des mecs qui sont devenus très vite obsolètes parce qu'ils ne savaient pas bouger, ils ne savaient pas défendre. Mais au début, les mecs savaient shooter. Venez, on vous prend et vous apportez une valeur. Donc en fait, il y a aussi ce truc où les premiers à être sur le coup sont des équipes et qui vont profiter de la meilleure valeur. Cette valeur ne va peut-être pas se continuer, mais les premiers à arriver sur telle révolution ou sur tel coup avant que ce coup, que cette tendance, que ce joueur ne soit entre guillemets à la mode, ils vont pouvoir obtenir une valeur qui va être immense parce que le marché ne valorise pas encore ce joueur. Mais moi, je sais qu'il peut être bon. Donc, je peux avoir ce bon joueur pour finalement pas cher. Et c'est exactement qu'on tombe sur ce genre de situation de surperformance relatif au salaire. Parce que, on peut le dire aussi, ça on n'en parle pas beaucoup, mais à l'époque, Moneyball, les fameux Oakland A's, ok, ils sont intelligents avec les analytics, ils vont trouver des joueurs qui étaient un peu méprisés par le reste de la ligue. Ils vont les chercher, ils leur donnent des tout petits salaires. Ils leur donnent pas des attends, nous on pense que vous êtes des stars et vous allez voir, vous allez devenir des stars. Ils leur donnent pas des salaires de stars. Non. Le but c'est grâce aux règles, la cote sur le marché étant très faible pour ces joueurs, nous on sait qu'ils valent beaucoup, mais on peut les avoir pour pas cher. Donc voilà, c'est un peu ça le principe du jour. Le secret des contenders, c'est aussi d'arriver à créer ce genre de valeur et donc d'arriver à avoir des joueurs très bons, mais peu cher. Si vous voulez un peu partir du podcast maintenant, mais je pense qu'il y a quand même des trucs intéressants derrière, mais c'est un peu l'idée principale. Et donc, dans ce côté supporting cast où il faut arriver à surperformer, ou par exemple, on peut essayer de simplifier, imaginons que chaque contender a à peu près 2 méga contrats max. On a vu que 3 c'est trop, coucou les Phoenix Suns, mais 2 contrats max, donc 2 joueurs à 40 millions ou 50 millions. Le salary cap étant à 150, on va dire, ça veut dire que tu as à peu près 100 millions, grosso modo, qui est dédié à 2 joueurs. Il te reste à peu près 50, 60, 70 à dédier au supporting cast. Et l'idée, c'est que tout le monde va se battre pour que ces 70 millions, tu aies le plus de valeur sportive, mais payé 70 millions. Donc soit tu peux y aller très à la cool, tiens, lui il est pas mal sur le marché, il vaut 10 millions l'année, prenons-le, il est bon, lui il vaut 15 millions l'année, allez prenons-le aussi, etc. Ça c'est la manière un peu basique, un peu normale. Et après, il y a ceux qui veulent aller plus loin et ceux qui veulent surperformer par rapport à ça, c'est de ne pas s'arrêter seulement à ça, mais d'aller chercher des joueurs dont la valeur économique est totalement disproportionnelle par rapport à la valeur sportive. Premièrement, il y a 2 cas là-dedans, parce que c'est pas aussi facile que ça, il y a 2 cas. Il y a le cheat code, ça s'appelle les contrats rookies. Et ce n'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui, évidemment. Parce que quand on parle de contrats rookies, notamment du premier tour, surtout, en fait, ça, on en a déjà beaucoup parlé, mais c'est un peu un cheat code en NBA, puisque ce sont des contrats qui sont structurés pour être très, très, très peu chers. Mais en vérité, tu peux avoir des joueurs qui, de suite, sont bons, voire très, très bons. Je pense que Victor Wembanyama, dont les contrats de premier tour, c'est de 4 ans. Wemby, l'an prochain, c'est 3e année. Déjà cette année, il n'a pas eu une saison en année numéro 2, il a eu une saison un peu en dents de scie, mais l'an passé, c'était quand même une surperformance qui était géniale par rapport à son contrat. On peut prendre Chet Holmgren, on peut prendre Jalen Williams, on peut avoir le contrat rookie, des mecs qui sont payés
pas très cher parce que la NBA a décidé de structurer les contrats rookies pour éviter qu'un mec arrive en NBA et qu'une équipe comme avant mette un méga contrat et qu'en fait ça fait un flop, ça fait un bust et hop, il y a beaucoup d'argent qui passe à la poubelle. Donc on a décidé de structurer un peu ces contrats rookies et donc on ne parle pas de ça aujourd'hui. Parce que ça, c'est juste un peu un cheat code de la NBA. C'est comme ça. On a un peu pareil d'ailleurs au niveau de la NFL. On en avait parlé, je crois, l'été dernier. Il y a un côté où, en fait, quand tu es au KC et que tu as Williams, que tu as Chet Holmgren, que tu as des mecs comme ça, tu blindes ton cap. Tu mets des gros chèques sur Hartenstein. Tu mets un gros chèque sur Caruso, que tu trades et tu le prolonges à plus de 20 millions l'année. Pourquoi ? Parce que d'abord, tu blindes le cap. Et ensuite, avec les contrats rookies, tu peux prolonger et donner un vrai contrat, on va dire, à Chet Holmgren, Jalen Williams pour dépasser le cap parce que tu as le droit de le faire via ces contrats rookies. Mais ça, donc, c'est un peu particulier parce que on parle de mecs qui vont être draftés très tôt. Et donc, on ne parle pas de ça. Nous, on parle de l'autre catégorie. On parle des joueurs que tu arrives à créer littéralement à partir de rien. Et donc voici, on y arrive, c'est ça le sujet du jour, ce sont ça les cas dont on va discuter aujourd'hui. C'est ça le secret des contenders, c'est de parvenir à créer de toutes pièces des joueurs à partir de rien. Voilà ce qui est pour moi le secret des contenders, mais pas que. Mais notamment, c'est vrai que quand tu es contender, c'est d'autant plus intéressant parce que tu es dans cette recherche d'optimisation incroyable de ton cap où, a priori, si tu es une mauvaise équipe, bon, tu as un peu plus de flexibilité, alors que quand tu joues le titre, n'importe quelle surperformance relative à un petit salaire va être génial. Et moi, je pense personnellement que c'est un des éléments, un des critères, non pas majeurs, mais un critère non négligeable des équipes qui peuvent aller au bout, qui peuvent aller très loin, des très très bonnes équipes NBA. C'est cette capacité à créer et à générer de la valeur à partir de rien du tout. Et quand je dis à partir de rien, c'est d'arriver donc à générer à terme un joueur qui va te donner des minutes qualitatives en playoff notamment, mais qui ne t'aura rien coûté. Rien coûté en salaire et rien coûté aussi et surtout en prix d'acquisition. Et vous voyez que c'est un peu ça la différence avec ce que j'appelle les contrats rookies du premier tour et les Chet ou Jalen Williams, notamment pour prendre un peu le champion actuel. Eux, ils n'ont pas rien coûté. C'est ça la différence avec la draft et avec les hauts choix de draft. Chet et Williams, certes, c'est des petits salaires parce que la NBA a structuré les contrats rookies, mais, ils ont coûté quelque chose. Ils ont coûté un asset qui est quand même assez énorme pour Chet, un deuxième choix de draft, un asset incroyable, alors que tu avais la draft, mais bref, on retombe un peu sur le sujet de la dernière fois. Voilà, un deuxième pick de draft, c'est un asset et c'est un coût. Même un pick comme Williams dans la loterie, c'est un coût. Et c'est un asset assez cher, je veux dire. Ça ne coûte pas rien. Tu dépenses tout de même un pick qui est dans le top 14 de la loterie. On ne parle pas non plus de joueurs que tu pourrais signer relativement cher en free agency, ou en tout cas pour une bonne petite somme. Non, on ne parle pas de ça. On parle vraiment de, aujourd'hui, les joueurs que tu es capable de créer presque sur des minimums, presque sur des two-way contracts, et qui émergent presque à partir de rien, en fait. On ne parle pas de, tiens, ce joueur est sympa, je vais lui donner une partie de la mid-level exception. Allez, viens pour 6 millions par an chez moi, on sait que tu es un peu bon, voilà un joli salaire. Non, on ne parle pas trop de ça non plus. Et on ne parle pas trop non plus quand je dis qu'il y a zéro salaire et surtout zéro prix d'acquisition, des joueurs qui ne t'ont pas coûté d'assets dans un trade. Parce que ça peut exister aussi, hein, juste, tiens, il y a un joueur qui est sympathique, on va aller le récupérer, mais il faut quand même qu'on dépense un ou deux choix de draft ou un tel jeune ou tel... voilà, des assets en transfert. Non, on ne parle pas de ça. Aujourd'hui et ici, je veux parler des joueurs quasiment intégralement générés et créés à partir de rien. Donc, on peut les appeler les joueurs 100% gratuits. Et je pense vraiment que c'est une des forces des très bonnes équipes, des très très bonnes équipes, et notamment une des forces de celles qui arrivent à aller au bout, c'est que ces équipes qui sont très fortes, qui passent des tours de playoff et qui ont des effectifs géniaux, ce sont des équipes qui, pourquoi est-ce qu'elles sont très fortes ? C'est parce que aussi, elles arrivent à générer un surplus de valeur relative, de valeur sportive, relative à la valeur économique et à leur masse salariale. Et c'est pour ça que c'est pas un élément majeur. Je dis pas que c'est plus important que SGA ou que Chet Holmgren. Je dis tout de même que c'est un élément qui est non négligeable et on va développer. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi et comment ? D'où sortent ces joueurs ? Il y a plusieurs explications. Premièrement, ça peut être une catégorie de joueurs qui sont des jeunes, notamment, et qui sont pas encore bons,
et que tu récupères quand ils sont pas encore bons, mais que ensuite ils deviennent bons. Très simplement, le cas le plus simple, ça peut être des profils un peu sous-cotés par le marché, comme à l'époque début 2000 où donc on sous-cotait certains batteurs qui n'arrivaient pas à taper dans la balle mais qui gagnaient les duels, ou tu sous-cotais aussi certains lanceurs à l'époque parce qu'ils avaient une mécanique de lancer de balles qui était un peu académique, donc c'était un peu sous-coté. Donc voilà, ça c'est aussi une catégorie, c'est des joueurs qui sont sous-cotés par le marché encore pour telle ou telle raison, un profil particulier. Des joueurs aussi qui sont draftés très très bas ou même pas draftés du tout, donc il y a un niveau de talent pur qui est peut-être pas très énorme. J'inclus aussi là-dedans au passage des Européens, des joueurs européens qui débarquent sur le marché, mais qui, on va en parler, mais le marché des vétérans européens est encore, à mon avis, le plus gros avantage concurrentiel non exploité en NBA. Donc ça, c'est aussi une catégorie, je pense, de joueurs qui rentrent là-dedans, des joueurs très bons qui peuvent arriver en NBA en étant bons ou très bons, pas des stars, hein, mais bons ou très bons, mais que tu vas pouvoir payer une misère parce que personne ne les veut en NBA. On va citer des noms, hein, ne vous inquiétez pas. Et puis, dernière catégorie, j'avais aussi dans ce truc-là, une catégorie de relance de soit des talents purs, mais qui avaient un peu échoué, et que tu arrives à développer, ou alors relance d'anciens joueurs qui avaient été bons, qui ont eu une belle période de creux, et que tu arrives à relancer pour rien. Et je parle par exemple, on va en parler, mais Nico Batum. Nico Batum qui était totalement dans le creux de la vague du côté de Charlotte, et que finalement les Clippers vont chercher, et que pour un salaire qui était à l'époque ridicule en 2020 ou 2021, et même après, du coup on a un joueur qui surperforme totalement par rapport à son salaire qui est vraiment nullissime. Donc voilà, on parle de ça, mais on parle pas de... Je fais la différence avec des vétérans qui, en fait, en fin de carrière, acceptent le dernier contrat. Par exemple, un David West qui fait sa grosse carrière, qui fait les Hornets, qui fait les Pacers, et qui, après ça, se dit, ah tiens, et si j'allais faire une année ou deux du côté des Warriors? Non, il n'est pas non plus totalement sorti du marché, il n'est pas non plus... Voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est pas pareil, le vétéran en bout de course qui se dit, allez, je m'assois un peu sur un gros salaire, mais je suis quand même relativement bon, et je suis encore jamais été au creux de la vague. Donc je fais un peu une différence avec ça. Donc je récapitule, ces profils 100% gratis, les joueurs sont 100% gratis dont on parle aujourd'hui, ce sont soit des jeunes pas encore bons, mais qui, avec le développement, deviennent bons, soit des profils qui en soi sont sous-cotés, des types de shooters, des types des défenseurs, etc., etc. Des mecs draftés très bas ou non draftés parce que pas beaucoup de talent pur, on va en parler aussi. Des relances de talents purs qui ont échoué, ou des relances d'anciens bons qui ont eu une période un peu de creux, ou alors le marché européen, ou même pas que européen d'ailleurs, totalement le marché étranger en général, totalement sous-coté. Et c'est vrai que pour revenir un peu au titre NBA, puisque c'est un peu de ça dont on parle, hein, dès qu'on parle de construction d'équipe, quand tu veux jouer le titre, il faut être ultra compétitif, et donc forcément, avec cette idée que tout le monde joue à peu près avec la même somme de dollars, il faut absolument optimiser ton salary cap et que ta valeur de ton effectif soit plus grande que la valeur de ton contrat. Et donc, c'est un peu là-dessus où, si tu arrives en tant que candidat au titre à créer ces joueurs 100% gratuits, qui ne te coûtent rien en prix d'acquisition et qui ne te coûtent rien en salaire, je caricature, mais tu peux passer d'un effectif avec 8 bons joueurs qui te coûtent 150 millions, un effectif qui peut peut-être avoir, non pas 8, mais 10, 11 bons joueurs pour la même somme de 150 millions de masse salariale totale. Voilà. S'il fallait un peu le formuler, pour moi, c'est ça la qualité principale, c'est ça aussi le secret, peut-être pas, hein, le titre est un peu peut-être exagéré, mais un des secrets pour moi des candidats au titre, c'est d'arriver à faire en sorte que normalement, dans le marché, tu as fait un peu tes emplettes, tu as fait un peu 2-3 trades, tu as un budget de 150, 160, voilà, et que tu as à peu près 8 bons joueurs là-dedans. Si tu es une bonne équipe, si tu es une bonne franchise, si tu es une bonne organisation qui bosse très bien, tu peux arriver à faire en sorte que pour la même somme, tu n'aies pas 8 joueurs de qualité, mais peut-être 9, 10 ou 11, parce que tu as réussi à créer 2-3 joueurs gratuits, totalement gratuits, à partir de rien. Donc ça, c'est un peu, on va dire, la théorie de base. Théorie assez simple, hein, vous voyez qu'on n'est pas allé très complexe aujourd'hui, mais c'est un élément qui, à mon avis, est assez important. Et vous allez voir que quand on commence à égrener les noms sur notamment les très bonnes équipes de ces dernières années, vous allez voir, mine de rien, la récurrence de ce genre de profils qui réapparaissent. Donc je ne parle pas non plus totalement dans le vide, et je ne parle pas juste pour me faire plaisir sur la théorie un peu abstraite. Vous allez voir que quand on commence à nommer des joueurs dans des équipes de champions NBA,
finale NBA, finalistes de conférence NBA ou même des tops équipes qui sont pas allées jusqu'en finale NBA, on retrouve beaucoup de ce type de joueurs, les 100% gratis, qui te permettent de surperformer, d'avoir un meilleur effectif que ta masse salariale ne semblerait pouvoir te l'autoriser. Donc allons-y, par exemple, je pense qu'OKC est peut-être le meilleur exemple de ceci, OKC champion 2025, Isaiah Joe, évidemment, qui est récupéré à partir de rien, qui était un joueur un peu hipster, mais Isaiah Joe, qui est un vrai joueur de rotation. On ne parle pas de star, hein, évidemment, on ne va pas parler de star, vous avez compris, on ne parle pas de joueurs majeurs d'effectifs, en tout cas, pas tout le temps. Mais Isaiah Joe, c'est un mec que tu récupères pour rien, qui ne te coûte rien en salaire. Alors, depuis, tu l'as prolongé, mais je veux dire, à l'époque, tu le récupères, tu le crées à partir de rien. La valeur est créée et générée à partir de rien. Elle ne t'a rien coûté en salaire que tu lui proposes, elle t'a rien coûté non plus en trade ou en asset ou en prix d'acquisition. Bref, Isaiah Joe. Aaron Wiggins, alors c'est un deuxième tour de draft, hein, c'est pas qu'un. Je vais pas citer que des non draftés, mais je vais pas non plus citer tous les deuxièmes tours de draft auxquels on pourrait penser. Mais Aaron Wiggins aussi, je pense, fait partie de, quand on parle d'OKC, créer de la valeur à partir de rien. C'est un mec qui est récupéré à la draft en 2021, je crois, 21-22, il me semble, et qu'en fait, 3 ans plus tard, c'est quelqu'un qui te donne des minutes de grande qualité dans un effectif du Thunder champion. Et encore une fois, quelqu'un qui ne t'a rien coûté. Il t'a pas coûté un top 5 de draft, il t'a pas coûté un pick dans la loterie, même pas un pick du premier tour. Et Wiggins, quelques années plus tard, c'est des minutes de qualité qui ne t'ont rien coûté. Lou Dort, évidemment, encore mieux. Meilleur exemple, Lou Dort, qui est lui non drafté, que tu as développé et qui est aujourd'hui un joueur de très haut niveau en NBA pour sa défense, etc. Kenrich Williams aussi, puisqu'on parle un peu de OKC. Bon, il y a aussi Jalen Williams, le pivot, qui joue aussi dans cet effectif quelques minutes de qualité. Bon, c'est un mec du deuxième tour aussi, c'est pas non plus un non drafté. Mais repassons un peu sur une autre équipe cette année, les Cavs. Les Cavs à quasiment 65 victoires en 2025. Il y avait dedans un mec qui s'appelait Sam Merrill et un mec qui s'appelait Ty Jerome, les deux jouant plus de 22 ou 25 minutes par match, je ne sais plus. Donc deux rôles pas du tout négligeables dans une équipe d'élite. Sam Merrill, 100% gratis, créé de nulle part. Ty Jerome avait été drafté au premier tour, mais je veux dire, au moment où tu le récupères l'été dernier, c'est plus rien, quoi. C'est un mec qui, à l'époque, avait été premier tour, mais il y a 5-6 ans. Mais au moment où tu le récupères, il vaut plus rien sur le marché. Et donc, tu as ce côté où, en fait, quand tu signes Ty Jerome pour un minimum ou pour pas grand-chose, ce que tu as eu en termes de valeur sportive a largement excédé la valeur économique. Et donc, tu as permis, comme ça, de pouvoir surperformer relatif à ton budget salarial. Voilà, Ty Jerome est un des meilleurs exemples aussi. Si on prend Boston, pareil, Sam Hauser, un mec que tu as créé à peu près de toutes pièces à partir de rien. Luke Cornett, encore mieux. Pareil, Cornett, totalement créé à partir de rien, qui a un peu baldingué de droite à gauche pendant 2-3 équipes en NBA, mais quand Boston l'a un peu créé à partir de rien, la valeur. La valeur de Cornett qui ensuite, du coup, est devenu tellement bon qu'il est allé prendre un contrat chez les Spurs, a été créé à partir de rien et sans aucun coût. Remontons encore un peu, 2024, bon, il y a Boston, on vient d'en parler, mais pareil, Derrick Jones Jr., qui en fait, avant d'être un rôle majeur de titulaire à Dallas en 2024, sur le run de playoff et pour l'équipe des Mavs, il est, et alors on le connaissait un peu d'avant, il a fait 2-3 passages par-ci par-là, mais je crois il sortait d'une année à Chicago à peine 10 ou 15 minutes par match, à peine, chez des Bulls pas très forts, et pourtant on le récupère pour pas grand-chose, pour quasiment rien, et on crée de la valeur à partir de pas grand-chose. Tu as un titulaire NBA avec Derrick Jones Jr. en 2024 qui n'est pas payé comme un titulaire NBA, tu as littéralement créé de la valeur à partir de rien. Bon voilà, ça c'est pour 24, 23, notamment un mec comme Reggie Jackson, j'aimais bien aux Nuggets, qui avait été bon avant, bien sûr, à un niveau All-Star, etc., mais qui avait aussi connu un peu une période de creux et que tu récupères, et qui est un excellent backup, je crois, plus de 20 minutes par match, je crois, chez les Nuggets champions en 2023, et encore mieux que Denver, qui est champion, l'équipe d'en face. L'équipe d'en face s'appelle le Miami Heat. C'est peut-être avec OKC la meilleure équipe, même devant OKC à mon avis, la meilleure équipe dans ce genre d'exercice. Voilà, ce fameux secret des contenders, c'est-à-dire la création de joueurs à partir de rien, création de valeur sans aucun coût au démarrage. Je pense que Miami est peut-être la meilleure équipe là-dessus depuis 10-15 ans. Mais voilà, il y avait Max Strus titulaire NBA sur les finales du 2023 et dans ce Miami Heat avant de partir donc aux Cavs après. Max Strus créé à partir de rien. Gabe Vincent également. C'est pareil, Gabe Vincent, star titulaire de Miami à gros minutage, créé à partir de rien. Il t'a rien coûté pour le faire venir, il t'a rien coûté en salaire. Et pareil pour Haywood Smith, qui jouait pas autant en 2023 qu'en 2025 que l'an passé, mais tout de même il était là. Haywood Smith, Caleb Martin. Enfin, je veux dire, l'équipe entière presque, si on exagère un peu, l'équipe entière de Miami, c'est les fameux 2-3 bouts de bois.
mais c'est 2-3 bouts de bois qui sont payés une misère, mais qui jouent pas comme des mecs payés une misère. C'est un peu tout l'intérêt du truc. D'ailleurs, vu qu'on parle un peu de 2023, qui était en finale de conf à l'Ouest, c'était les Lakers, Austin Reeves. Austin Reeves est un des plus bels exemples de comment créer de la valeur à partir de rien, et une sacrée belle valeur. Je pense que c'est un mec qui n'est peut-être pas de niveau All-Star parce qu'il n'y a pas le volume, mais en termes de qualité, c'est quand même assez incroyable. Et ça, c'est un joueur que les Lakers ont créé à partir de rien. Et petite parenthèse, mais on parle beaucoup des Lakers pour les paillettes, etc. Je trouve que le front office n'est pas toujours parfait. Je ne suis pas très fan du GM Rob Pelinka sur les grosses décisions. J'ai jamais été hyper fan. Par contre, le front office des Lakers, depuis 10 ans, bosse extrêmement bien sur ces genres de petits cas. Sur le scouting de joueurs un peu underground, sur des joueurs un peu deuxième tour, le développement de jeunes deuxième tour ou non draftés, les Lakers sont paradoxalement très très bons, alors qu'on pense souvent aux paillettes et aux méga trades, à LeBron, etc. Mais bref, fin de la parenthèse. Donc Austin Reeves aussi, remontant encore 2022, qui est champion, ce sont les Warriors, et les Warriors, c'est peut-être une des meilleures équipes de ce point de vue-là. Moi, je pense que c'était un peu leur secret. Je pense que le secret des Warriors, c'est des Raymond Green à son pic de performance, Stephen Curry absolument stratosphérique, Jordan Poole qui explose aussi en 2022, mais c'est aussi et surtout une capacité. La différence entre 2021, 2022 et 2023, il n'y a que 2022 ils sont bons et 21 et 23 ils sont un peu plus moyens, c'est que tu avais une profondeur en 2022 qui était absolument dingue et qui était une profondeur créée par, je sais pas moi, par un billet de 50 quoi. Non mais c'était, alors égrenons un peu les noms, Gary Payton se révèle totalement dans ces Warriors 2022. On avait aussi, bon, rôle un peu plus mineur, mais Juan Toscano Anderson, Damian Lee aussi, qui a fait quelques bonnes minutes là-dedans, Otto Porter, qui avait été relancé après son mauvais passage et quelques années de blessure, Nemanja Bjelica aussi, qui coûtait rien. Là, je parle que des mecs, alors, Toscano Anderson et Damian Lee peut-être un peu moins, mais Gary Payton, Otto Porter, Bjelica, c'est des mecs qui ont été importants dans la saison 2022 des Warriors, et peut-être que j'en oublie d'ailleurs au passage, j'ai pas pensé à revérifier, j'ai fait un peu de tête, mais continue un peu, pareil en face, qui était en finale de conférence en 2022, j'ai déjà parlé de Boston pour le finaliste 2022, mais ok, mais en face en finale de conf, c'était Dallas. Bon, Jalen Brunson, c'est un deuxième tour, c'est pas un non drafté, on est d'accord, mais la disproportion entre ce qu'il a coûté et le joueur qu'il est devenu au final, c'est quand même assez dingue. Et en pas si longtemps que ça, quoi. Entre 2018, sa draft, et 2022, il y a à peine 4 ans, on passe d'un joueur qui t'a coûté pas grand chose, c'est-à-dire un deuxième tour de draft, donc le coût est très réduit, le coût d'acquisition, le coût aussi de salaire est très réduit, et tu avais quelqu'un qui était en fait un meneur, alors pas le meneur star, hein, pas à l'époque, il était deuxième derrière Doncic, mais quel créateur un peu majeur d'une équipe finaliste de conférence, et puis encore plus, Dorian Finney-Smith. Finney-Smith, c'est un mec non drafté en sortie de Florida que Dallas récupère et fait grandir pendant des années. Et donc, au final, tu as un mec qui est, pareil, calibre titulaire 30-35 minutes par match, créé à partir de rien. Pareil, Dwight Powell, que tu obtiens dans l'échange de Rajon Rondo à l'époque, qui vient depuis Boston, donc c'est pas eux qui l'ont drafté, mais que tu as développé, qui, bon, maintenant aujourd'hui on s'en souvient pas parce qu'il est un peu baissé, il a un peu décliné, etc. Dwight Powell en 2022, c'est encore très fort, c'est encore très précieux parce qu'il n'y avait pas encore tout ce qui est Lively, Gafford et ainsi de suite. Donc c'était la verticalité dont tu avais besoin Doncic, plus le switch, etc. Maxi Kleber aussi. Kleber, quand on parlait un peu des Européens et du marché européen qui est totalement encore peut-être la plus grosse inefficience du marché pour l'instant en NBA, le plus gros avantage concurrentiel non exploité. Maxi Kleber, en 2022, finale de conf, c'est encore un défenseur qui est au pic de sa forme. On est avant blessure et c'est encore une fois un mec qui ne te coûte pas grand-chose au départ. Tu le prends, personne ne le veut en NBA, tu vas le chercher depuis l'Europe, tu le payes pas grand-chose parce que le marché s'en fiche un peu de lui. Donc voilà, Paris 2021, on continue un peu de remonter. Campaign pour les Suns, qui fait des bonnes minutes à partir de rien. On est d'accord, hein, je répète encore une fois, mais on ne parle pas des stars, on ne parle même pas forcément de ce qu'on pourrait appeler le noyau dur de l'équipe, mais on parle de rajouter de la valeur pour littéralement rien. Donc Campaign là-dedans, Darius Saric aussi a été pas mal, mais surtout 2021, bon, les Suns sont en finale et les Bucks également, mais je veux surtout parler des Nets. Les Nets ont été absolument géniaux de ce point de vue-là, parce que il y a Durant qui avait signé, il y a Kyrie qui avait signé, il y a le trade pour James Harden, d'accord. On se dit, bon, comment est-ce qu'on va faire pour bien entourer ces trois stars qui, entre elles, peuvent extrêmement bien fonctionner, mais il faut quand même une équipe autour. On a Jeff Green, qui, signé au minimum ou pas loin, fait une saison de folie, notamment au shoot, mais qui était un vrai très bon joueur de rotation de cette équipe, Jeff Green. Donc, valeur créée à partir de rien. Bruce Brown aussi,
qu'on avait connu à Détroit un peu, mais qu'on aimait bien en plus à Détroit, mais pour un espèce de joueur hipster à l'époque. D'ailleurs, on en avait parlé à l'époque de l'écho des parquets de Bruce Brown, mais qui arrive aux Nets, qui est payé une misère. Et là, c'est pareil. Le Bruce Brown qui finit par jouer des minutes de playoff extrêmement qualitatives, je sais plus combien il fait, mais il fait plus de 23 minutes par match chez les Nets 2021, alors que le mec est payé une misère. Donc il y a largement disproportion entre niveau et salaire pour le coup. Et pareil, Blake Griffin. Blake Griffin fait partie aussi de ces mecs qui est venu après un buyout, donc payé une misère et qui en fait a largement surperformé un peu son niveau de salaire. On continue un peu à remonter. Si on prend 2020, Dwight Howard aux Lakers, payé pas cher du tout, même je crois que c'était un minimum à l'époque. Il me semble, mais Dwight Howard qui t'offre des minutes de grande qualité dans son rôle évidemment, mais chez des Lakers qui vont finir champions. À qui je pense encore, côté Denver, puisqu'ils étaient aussi en finale de conf. Torrey Craig. Torrey Craig, hein, mon chouchou, mon petit chouchou, Torrey Craig, c'est un mec qui émerge un peu à Denver après un passage en Europe où, il était obligé d'aller en Europe, puisque personne ne voulait lui en NBA. Il revient un peu sur la pointe des pieds dans un rôle un peu défensif. Torrey Craig est devenu un mec qui était titulaire NBA, 30 minutes par match, ou peut-être un peu moins, mais qui était un top défenseur pour ces Nuggets, qui avait besoin de défenseurs un peu comme un peu Peyton Watson actuellement, c'est-à-dire un défenseur délié en deuxième rideau pour protéger un peu les edges de Jokic. Torrey Craig était parfait là-dedans. Et il sort de rien, quoi. Il t'a rien coûté, Torrey Craig. Donc bref, Torrey Craig pour Denver, Monte Morris aussi, qui a rien coûté et qui est devenu un vrai bon joueur de rotation. PJ Dozier, bon là, c'est quand même un joueur un peu plus mineur. Mais non, mais puisqu'on parle un peu de 2020, Miami. Encore une fois, Miami, encore eux. Et oui, encore eux. On a eu la génération Gabe Vincent, Max Strus, Haywood Smith et Caleb Martin. 2-3 ans plus tôt, il y avait la génération Duncan Robinson. Duncan Robinson, valeur créée à partir de rien. C'est un mec qui, on rappelle l'anecdote, hein, mais qui a tellement aucune chance en NBA qu'il contacte un peu le site de The Ringer, le site de Bill Simmons, pour dire ouais, est-ce que vous avez besoin d'un. J'aimerais bien être stagiaire pour vos podcasts et tout. Et en fait, et le mec est récupéré. Il a coûté 0, il devient une méga star. J'exagère, on est sur le Basket Lab, donc on l'adore, de Duncan Robinson, mais pour le coup, c'est un excellentissime joueur NBA. Encore une fois, valeur créée à partir de rien. Et puis même, je pense que dans cette année 2020, on peut même inclure Kendrick Nunn, qui a pas duré, mais un mec qui est récupéré pour rien et qui fait un bon rôle à Miami en 2020 à cette époque-ci, même si il joue pas trop en playoff, mais en régulier, il était là. D'ailleurs, Avery Bradley, au côté Lakers, il a pas fait la bulle, parce que je crois qu'il avait un enfant asthmatique, donc il a pas voulu faire la bulle. Mais Bradley était un élément crucial, un élément important de rotation de ces Lakers 2020, avec LeBron, Davis, etc. Donc cette belle équipe. Avery Bradley est là-dedans. Rajon Rondo aussi, au passage, est là-dedans et fait de bonnes minutes, y compris en playoff. Élément un peu surprise. Rajon Rondo qui a totalement surperformé son petit salaire. 2021, on parle un peu de Nico Batum aussi, qui est peut-être un des plus beaux exemples de ça, de comment créer de la valeur pour pas grand-chose, générer de la valeur à partir de rien. Terrence Mann aussi, côté Clippers. Chris Dunn aussi, plus récemment, d'ailleurs, côté Clippers. Alors Chris Dunn, moi en plus, si vous êtes auditeur du Basket Lab, vous savez que j'ai passé toute l'année 2024 à dire « Oh, j'aimerais bien que Chris Dunn se fasse échanger du Jazz, parce que ça pourrait être sympa. » Les Clippers, qu'est-ce qu'ils ont fait l'été dernier? Ils sont allés chercher Chris Dunn, payé une misère, et qui pourtant a parfois joué des matchs jusqu'à 25, 30, 35 minutes de jeu par match, parce que la défense était élite, et ça a été littéralement un des meilleurs défenseurs de NBA en 2025, aux Clippers, en étant payé une misère. Donc c'est excellent coup. On parle un peu des Clippers, on a parlé de Terrence Mann, mais Amir Coffey, un peu pareil, un mec qui récupère pour pas grand chose. Je sais même pas s'il est drafté, je ne sais plus, je vais quand même vérifier. Ça m'étonnerait pas que ce soit un deuxième tour de draft. Attendez, 2-3 clics. Non, il est pas drafté, et pourtant ça donne à la fin. Et depuis, il est parti à Milwaukee là, cet été. Oui, Milwaukee cet été. Mais il était l'an passé, il était à 25 minutes de jeu par match. 25 minutes de jeu par match aux Clippers, chez des bons Clippers l'an passé, après 3, 4, 5, 6 ans de développement. Donc, et lui, à la base, il ne te coûte rien, à part un très beau jeu de mots sur son prénom. Jeremy Grant aussi. Jeremy Grant, alors je crois que c'est un deuxième tour à l'époque aux Sixers, mais il commence un peu aux Sixers du process. Bon, il fait des choses, mais il est coupé, ou le projet est abandonné parce que malheureusement, Simon Key se fait démettre de ses fonctions des Sixers, mais OKC le récupère. Le Thunder le récupère et en fait un joueur qui est titulaire, un élément important de la rotation, vous savez, avec l'équipe Carmelo Anthony, Paul George, Westbrook à cette époque-ci. Jeremy Grant n'a pas coûté grand-chose. Pour plus récent, tiens, on va un peu dans tous les sens, mais Scottie Pippen Jr., cette année à Memphis, Scottie Pippen Jr. qui est arrivé et qui, encore une fois, n'a rien coûté et te fait des minutes de qualité, peut même défendre sur certains matchs de saison régulière ou de play-in, d'ailleurs, qui défendait Stephen Curry parfois à 20, 25, 30 minutes par match. Énorme coup, Scottie Pippen. Énorme surperformance relative au salaire que tu vas chercher pour pas grand-chose. Tiens, plus récent aussi, Naz Reid. Naz Reid, pour moi, est un des meilleurs exemples de ça, avec Austin Reeves. Naz Reid, c'est quelqu'un qui est un ancien méga lycéen, top 5 lycéen de sa QV, à l'époque, de QV de lycéen. Il fait un an à LSU, mais
Le problème, c'est que c'était un pivot un peu à l'ancienne, ou en tout cas un pivot scoreur de poste bas et qui était un peu pâteau. Donc au final, il finit pas drafté après une année décevante à LSU. Les Wolves le récupèrent donc pour pas grand chose, non drafté ou deuxième tour, je sais plus, mais je crois non drafté pour le coup. Et au bout de 2-3 ans, on le développe, on améliore sa condition physique de manière assez drastique, on développe un peu, il restait le talent pur de base, il restait le dribble, il restait le toucher de balle, il restait la coordination, il restait tout en fait, il restait tout, et on a enlevé un peu le côté, t'es pâteau, la condition physique est pas bonne, t'es pas un bon défenseur, et au final, aujourd'hui, Nasrid, c'est un mec qui jouait 28 minutes de jeu par match dans une équipe qui était candidat au titre, qui était contender et qui était surtout en finale de conf, Nasrid. Et c'est un mec qui, je le répète, excusez-moi pour ces répétitions, mais ne t'a rien coûté à la base. Tiens, en parlant de Miami, on a fait plusieurs générations. Il y a la génération Max Strus, Gabe Vincent, il y a la génération Duncan Robinson et Kendrick Nunn. Génération un peu d'avant, il y a une équipe de mi-année 2010, là, notamment Josh Richardson, qui est récupéré pour un deuxième tour et qui devient un joueur ultra important. Et même Tyler Johnson. Est-ce que vous vous souvenez de Tyler Johnson, qui était un joueur qui, pareil, qui a été bâti un peu de toutes pièces à Miami, qui a rien coûté, qui sort de nulle part, qui arrive, qui fait 2-3 bonnes saisons à Miami. Il arrive en 2014, il est non drafté 2014. Il fait 4 ans à Miami et à la fin de son cursus Miami, au milieu, il reçoit un méga contrat. Un contrat à genre 70 millions de dollars, je crois, la fameuse Free Agency 2016 où il y avait plein d'argent grâce au nouveau contrat TV. Enfin bref, bon, ça n'a pas duré, ça n'a pas duré, mais le Miami Heat, là, dans ces années-là, 2016, 17, 18, c'était une équipe où il y avait que des mecs comme ça. Donc il y avait Josh Richardson, il y avait des joueurs à la relance, donc il y avait du Tyler Johnson, il y avait Dion Waiters qu'ils ont relancé, qui a fait une année qui était sympathique. D'ailleurs, en parlant de ça, Hassan Whiteside est aussi un des plus beaux exemples. Alors, ça n'a pas duré et peut-être que à un moment donné, on a attendu plus et qu'on a été déçu. Mais Whiteside, c'est un mec qui, de base, est génération QV de draft 2010 à Sacramento en compagnie de DeMarcus Cousins. Mais ça n'a pas marché. Il joue pas trop à Sacramento. Il s'en va ensuite jouer à l'étranger. Et il revient en janvier 2025 à Miami et c'est l'explosion totale. Le mec n'a rien coûté. Le mec a rien coûté et ça a été pendant 2-3 ans un des meilleurs jeunes de NBA, un défenseur absolument fantastique du panier. Il y avait des défauts, on est d'accord. Mais pour un mec qui ne te coûte rien, ça a été une création de valeur absolument phénoménale pour Miami. Donc bref, ces années-là à Miami, c'est vraiment, je pense, peut-être un des meilleurs passages de Spoelstra et de la franchise en termes de développement. Tout ce qui était Rodney McGruder, Wayne Ellington, c'est James Johnson aussi. C'était que des projets comme ça et ça a marché. C'est la folie. Qu'est-ce qu'on a encore? Fred VanVleet, d'ailleurs. On parle reprenons un peu les champions. 2019, VanVleet. VanVleet est un non drafté en sortie de Wichita State. Même, je peux vous dire, je ne sais pas s'il y a des anciens qui se souviennent, VanVleet est un peu le 3e prospect de son équipe de Wichita State. Il y a un mec qui s'appelle Ron Baker qui a joué un peu au Knicks, qui était censé être un peu le prospect. Et puis un mec qui s'appelait Clay Anthony Hurley aussi. Clay Anthony Hurley qui était censé être le prospect de cette équipe. Et au final, Toronto récupère VanVleet pour rien du tout. Ils le développent, ils l'envoient en D-League dans leur franchise. Ils gagnent le titre, je crois, avec Toronto et toute l'équipe de jeunes là, de Toronto en D-League avec, je crois qu'il y avait un jeune Norman Powell, il y avait un jeune Pascal Siakam, il y avait un jeune Fred VanVleet. Donc il y avait une équipe B, grosso modo, qui est ensuite montée petit à petit. Ils sont tous arrivés dans l'équipe A, on va dire, de Toronto. Donc VanVleet fait partie de ça. Si on remonte encore un peu, un mec comme Robert Covington aussi, dans le process des Sixers à l'époque. Robert Covington qui est devenu un joueur fabuleux, récupéré pour rien, non drafté en 2013. Qu'est-ce que j'ai noté aussi, je sais pas. Même McConnell. TJ McConnell aujourd'hui, oui, McConnell, tout le monde l'adore, fabuleux McConnell, génial. McConnell, il sort d'où? McConnell, il sort de Sam Hinkie, qu'il récupère pour pas grand-chose et qui lui donne des minutes et qui le développe. Et puis ensuite, il va signer aux Pacers, mais bien après, quelques années après. Mais à la base, McConnell, voilà, vraiment valeur générée à partir de rien. Aucun coût d'acquisition. Pareil, peut-être même encore mieux. Récemment, on a aussi Najee Marshall, qui est un peu comme ça, je trouve, qui a été récupéré pour un contrat assez ridicule à Dallas. Mais même avant ça, aux Pelicans, le mec, voilà, c'est un mec qui coûte rien et qui devient relativement bon, puis ensuite très bon. Encore mieux, Royce O'Neal. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu du bon Royce O'Neal. Vous l'avez peut-être moins vu actuellement parce qu'il était à Phoenix et que personne n'a regardé Phoenix en 2025. Mais Royce O'Neal, qui est un mec non drafté. Et qui pourtant, dans les grandes équipes du Jazz de Gobert et Mitchell, fin année 2010, il arrive pour 2018, il joue 20 minutes par match, ensuite 20 minutes par match, ensuite 29 minutes par match en 2020, ensuite 32 minutes par match en 2021, la grande année de Utah, et puis dernière année du Grand Utah 2022, il joue aussi 31 minutes par match. Donc on a un mec qui n'a rien coûté à l'arrivée et qui te produit, qui devient titulaire, un vrai ailier, pas 3&D parce que, enfin si il est 3&D un peu, mais il a aussi un peu plus que ça, il a un peu de passing, il a un peu de shoot, même pas mal de shoot, mais bref, Royce O'Neal, rien coûté, des minutes de très grande qualité dans une équipe très compétitive de Utah Jazz.
Voilà comment est-ce que on arrive un peu à créer de la valeur, comment est-ce qu'on arrive à surperformer son salary cap. Bon, pareil, hein, PJ Tucker et compagnie, notamment toute l'équipe 2014 des Suns, mais PJ Tucker est aussi un très bon exemple. Un mec qui avait fait un premier passage en NBA, qui était parti, qui était revenu, et Tucker et tous les Suns 2014, c'est un peu une histoire, jolie histoire, on va pas la raconter. D'ailleurs, on parle un peu de la filiale européenne. Aaron Baines chez les Spurs qui arrive à partir de rien et qui fait une carrière NBA qui est tellement intéressante quoi. Moi j'ai adoré Aaron Baines pour des minutes de backup pivot. D'ailleurs quand Baines est parti de Boston, qui est-ce qui est arrivé? Daniel Theis aussi, en parlant de mec qui est très bon et qui pourtant sur le marché mobilise un tout petit salaire. Daniel Theis j'ai adoré à l'époque aussi, puisque d'ailleurs on parlait de Miami, on parlait d'OKC. Les Spurs sont quand même excellentissimes là-dessus. Donc Baines, je crois que Marjanovic, il me semble aussi, c'est un peu la filière Spurs. Il y avait le fameux Jonathan Simmons, je ne sais pas si vous vous souvenez de Jonathan Simmons, qui a fait un an ou deux, je crois. Je crois que c'est l'année 2017, Jonathan Simmons, où il fait le mec sorti nulle part, non drafté, etc., qui fait une bonne année, ensuite il va signer à Orlando, mais valeur créée à partir de rien. Gary Neal, encore plus ancien, pour l'équipe de 2011, je crois que c'est la bonne surprise de 2011, Gary Neal. Et Brynford aussi, un peu dans ce profil, shooter en sortie d'écran, un peu nulle part. Daniel House, d'ailleurs, côté Rockets, Daniel House qui a mal vie, hein, il a fait à peine 3-4 ans NBA, mais qui était à une époque, en 2019 et 20, un bon petit 3&D, hein, qui n'a rien coûté aux Rockets et qui est apparu comme ça. D'ailleurs sur les Spurs, on n'a pas fini, pardon. Dwayne Dedmon, ça vient des Spurs à l'époque, non drafté, 2013. J'avais écrit sur lui à l'époque de la draft 2013 sur les non draftés. Et non, Danny Green, encore mieux. Danny Green, c'est le joueur qui est créé de toutes pièces, et c'est encore une fois peut-être un des 5 ou 10 meilleurs exemples de création de valeur à partir de rien. Il ne te coûte absolument rien. Il démarre pas aux Spurs. Je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote. Il est deuxième tour de draft dans le Cleveland de LeBron, le tout premier. À l'époque en 2010. Donc ça veut dire qu'il a joué avec Shaq chez les Cavs de 2010, Shaq et LeBron, mince comment il s'appelle, Ilgauskas, Mo Williams, etc. Mais en fait ça marche pas aux Cavs et puis il joue pas trop, et ensuite il est récupéré par les Spurs et ça devient le 3&D qu'on connaît, qui fait des quasiment MVP des finales en 2013, etc. Enfin la carrière qu'on connaît. Tout ça part du fait que les Spurs ont récupéré ce mec et en ont fait un joueur de minutes qualitatives sans aucun coût d'acquisition. Un peu plus récent, un peu pareil, mais Jalen Wells, un peu pareil à Memphis, en espèce de 3&D qualitatif, mine de rien aussi. Et puis Nembhard, c'est un peu ça. Alors Nembhard, c'est deuxième tour, c'est pas non drafté, pareil, mais pour le coup, avoir la production 2025 de Nembhard, c'est quand même un joueur de calibre top 100 qu'on a mis dans notre top 100, alors que voilà, il y a pas longtemps, il coûtait pas grand chose, pour le coup. Encore mieux, Joe Ingles, on parlait un peu de la filière européenne, finissons là-dessus. Joe Ingles, c'est un mec qui, pareil, vient de l'étranger, ne t'a rien coûté et te fait combien 3, 4, 5, 6 saisons, je crois, de vrais bons titulaires NBA qui jouent plus de 30 000 par match, etc. etc. Donc voilà, c'est un ingrédient un peu secret, un peu sous-estimé, je trouve. Mais vous voyez que, et encore là, j'ai parlé que des équipes et de noms qui étaient d'équipes en finale NBA, finale de conférence ou demi-finale de conférence au grand maximum. Mais je pense que si on égrenait beaucoup plus, on trouverait beaucoup de ce type de noms. Mais c'est un peu l'idée principale pour moi. Et ce fameux secret, c'est que bon, c'est pas aussi important que trouver la star. C'est pas aussi important que de faire le jackpot sur des contrats rookies, hein, parce que quand t'as un Chet Holmgren qui joue comme une star mais qui est payé 10 millions l'année, c'est génial. Mais, quand on voit un peu que le supporting cast, à quel point ça peut être important d'avoir 10 joueurs plutôt que à peine 6 ou 7, ça part aussi de là. Et donc les meilleures équipes ont cette capacité de surperformer leur masse salariale en créant de la valeur sportive sans aucune ressource. Et avant de se quitter peut-être, de 2-3 mots, puisque quelle similarité on peut trouver entre ces joueurs-là, on a déjà un peu évoqué tout à l'heure, mais vous voyez qu'avec tous les noms, tous les exemples que j'ai donnés, effectivement on retrouve un peu la patte européenne, mais qui, je le répète encore et encore et encore, mais je pense que c'est une filière largement inexploitée et que on ne parle pas d'aller chercher des stars, hein, mais aller chercher un bon vétéran européen qui joue dans des tops équipes d'Euroleague. À mon avis, c'est quelque chose que les équipes NBA devraient beaucoup plus faire, pour le coup. On remarque aussi que dans ce profil, il y a beaucoup de défenseurs sobres dans des niveaux universitaires et qui donc ne sont pas draftés très haut parce qu'il y a très peu, voire quasiment aucun talent pur, mais c'est souvent des cas où en fait c'était déjà des bons role-players au niveau universitaire et quand tu les mets en NBA, bah, c'est encore des bons role-players.
Alors que c'est vrai que vous savez que la draft, il y a un peu un côté priorité au talent pur, priorité au potentiel. Et évidemment, c'est un peu ça l'exercice de la draft, d'aller créer de la valeur supplémentaire via du potentiel. Mais c'est vrai que les exemples qu'on a un peu égrenés, ça peut être aussi beaucoup de ce type de cas. Des mecs qui, certes, n'ont pas beaucoup de talent pur, pas beaucoup de ballons, pas beaucoup de toucher de balle, pas beaucoup de shoot ou quoi que ce soit, mais des mecs qui étaient juste bons au niveau inférieur. Et en fait, tu les drafts très tard parce qu'ils n'ont pas de talent pur, mais ils sont de suite aussi très bons, quoi. Donc, je pense à Josh Richardson, qui était aussi déjà un très bon role-player du côté de Tennessee à l'époque de la fac. Je pense que Gabe Vincent aussi rentre là-dedans. Max Strus, qu'est-ce que Lou Dort, évidemment, qui était aussi un bon défenseur qui avait chuté à la draft parce que, ah mince, il était attendu top 10 et finalement le talent offensif n'était pas là. Bon, au final, c'est quand même pas mal, quoi. Gary Payton, il a pas inventé sa défense. Gary Payton aussi. Enfin bref, il y a quand même beaucoup ce profil de, en fait, un mec qui était déjà fort, déjà sympathique, mais qui juste est tombé soit deuxième tour, soit non drafté, parce qu'il manquait de talent pur pour être drafté. Mais au final, je pense qu'il y a pas mal de mecs là-dedans, dans ce pool de joueurs un peu deuxième tour, voire non drafté, qui, si tu les transposais, si tu les mettais en NBA, le niveau de jeu, le role-playing pourrait totalement se transposer. Donc voilà, ça c'est le deuxième constat qu'on fait à travers tous ces exemples, c'est ce profil de, on peut dire 3&D, sobre, mais qui marche, qui se transpose assez facilement. Je pense qu'il y a aussi un profil qui, j'en ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, le profil de shooter off ball. J'en ai parlé il y a 2 ans, je crois, dans ma All Hipster Team de 2023, je crois, avec Sam Hauser. Et je crois que Sam Hauser est un peu le seul que j'ai cité, mais je persiste et signe aujourd'hui pour dire que dans la NBA d'aujourd'hui et de demain, surtout, à mon avis, ça reste un des profils les plus sous-estimés sans doute et un des domaines où il y a encore un peu, un avantage concurrentiel à aller chercher. Parce que je pense que c'est des profils, donc les Sam Hauser, les Sam Merrill d'ailleurs, on a parlé de Sam Merrill aujourd'hui, Isaiah Joe d'ailleurs rentre là-dedans totalement, le côté création de shoot indirect par le jeu en sortie d'écran, qui est-ce qu'on pourrait aussi, à l'époque Kyle Korver, mais bon, c'est encore une autre histoire, c'est encore plus vieux. Et voilà, il y a un peu ce profil-là. Garrison Matthews aussi, que j'ai pas cité parce qu'il n'est pas dans une équipe candidate au titre, mais c'est pareil, Garrison Matthews, c'est un mec qui te coûte rien et qui fait quelques minutes de qualité dans le Washington 2021 et qui depuis a une bonne carrière NBA, plutôt bonne carrière NBA, dans des équipes pas folles, mais on n'est pas loin non plus. Mais bref, je pense que ça, je persiste ces signes de ce que j'ai dit il y a 2 ans, je pense que c'est un profil qui, encore aujourd'hui, est sous-coté sur le marché. Et que tu as moyen d'avoir pour pas cher du tout un mec comme Sam Hauser, ou un mec comme Isaiah Joe, un mec comme Sam Merrill, qui, ça va pas être la folie, mais qui peut en fait créer de l'attaque de manière indirecte de par leur jeu en sortie d'écran, et que dans la NBA d'aujourd'hui et de demain, avec de plus en plus d'espace, de plus en plus de shoot et de plus en plus de... En fait, voilà, plus on va avancer, plus ce profil va être intéressant à mon avis. Donc, c'est aussi une catégorie qu'on peut faire ressortir. On a aussi, dans toute cette liste qu'on a détaillée, bon, on met de côté tout ce qui est vétéran genre Batum, genre Otto Porter, voilà, des mecs qu'on connaissait bons avant et qui sont un peu réinventés. Mais je note aussi qu'il y a, je trouve, des défenseurs un peu très bons, voire d'élite, des défenseurs, en tout cas des joueurs, à qui il manquait une qualité. Et finalement, cette qualité, ils l'ont obtenue. Je pense à Gary Payton, justement. La défense, on la connaissait, mais mis dans le bon contexte, il manquait un peu l'attaque. Mais quand tu le mets à côté de Stephen Curry et que Curry va mobiliser 2 ou 3 défenseurs, Gary Payton pour rouler au panier et mettre des lay-ups. Donc d'un coup, ça devient un joueur qui est viable en NBA. Je pense à Derrick Jones Jr., qui a toujours été plutôt pas mal en défense, pour le coup. Il manquait un peu un shoot, et au bout de 2, 3, 4 ans NBA, le shoot est venu parce que le toucher de base était là, et on a un shoot à peu près correct. On n'a pas encore un vrai shooter, on n'a pas un shooter méga respecté, mais on a le minimum. On a vraiment le minimum, donc c'est pareil. Ça, le profil émerge, le profil a pu être un peu sous-coté à un moment donné, et donc surperformé par rapport à son contrat, parce que c'est un mec qui était bon en défense, mais il manquait une qualité. Et puis non, je veux aussi finir par quelque chose. Donc on a dit les Européens, catégorie, les défenseurs sobres, les 3&D, deuxième catégorie de joueurs sur lesquels on peut créer de la valeur facilement. Les défenseurs, ou les mecs à qui il manque une qualité, que ça finit par arriver un peu sur le tard, au final. Je veux quand même dire que pour moi, il y a une exception, et ce sont des exceptions, ce sont les créateurs on-ball. Et je pense à un mec comme Aaron Wiggins, je pense à un mec comme Naz Reid, je pense à un mec comme Austin Reeves, par exemple. Je pense aussi à un mec... Enfin bref, vous voyez un peu ce genre de profil, ceux qui se font leur place en NBA, ni par la défense, ni par le catch and shoot à 3 points, ni par le connecting. Vraiment, les créateurs balle en main, pour moi, eux, ce sont un peu plus l'exception, ou en tout cas, ce sont des cas où on va avoir un taux de réussite beaucoup plus bas que la moyenne. Parce qu'en fait, pour un Naz Reid ou pour un Austin Reeves, il y a 20, 30, 40, 50, 100 ou 200 créateurs de niveau universitaire dont la création on-ball, pick and roll,
pull-up, drive, ne s'est juste pas transposé en NBA. Donc, je suis pas sûr que ce soit une vraie catégorie, en fait. Et je pense que des mecs comme Austin Reeves ou comme Aaron Wiggins ou comme Naz Reid, c'est plus l'exception qu'une vraie norme. Alors que quand je parle de norme, quand je parle des shooters en sortie d'écran, pour moi, c'est un peu une norme. C'est un peu une catégorie qui, en soi, en général, peut être un peu sous-cotée. Les Européens, en général, peuvent être un peu sous-cotés, etc., etc. Je pense que les créateurs, c'est un peu l'exception. Je pense que les créateurs handball, il faut s'attendre à un beaucoup plus haut taux de déchets. Et puis, surtout, finissons un peu par là. On a parlé un peu du passé. On a égrené les noms depuis 10-15 ans, on va dire, les noms un peu principaux chez les grosses équipes de joueurs 100% gratis. Parlons aussi un peu du futur, parce qu'il y a un joueur qui m'intrigue là-dedans, notamment, il s'appelle Luke Kornet. Et Luke Kornet, moi, je n'étais pas hyper fan. J'avoue, je sais que les fans de Boston étaient très tôt dans le wagon. Je dois dire que Luke Kornet, je n'étais pas hyper fan, mais force est de constater que dans le rôle qu'il a eu à Boston, a fait une saison qui était géniale. Et puis maintenant, qui s'est imposé en NBA, et voilà, on connaît son rôle, il va jouer à côté de Wemby, ça va être plus facile, etc., etc. Mais je me demande est-ce qu'il n'y a pas un profil qui pourrait émerger et qui pendant peut-être encore, 2, 3, 4 ans, pourrait être un peu sous-coté par le marché, et donc il y aurait éventuellement un avantage concurrentiel à aller gratter et des bons joueurs à aller signer pour pas cher qui vont exploser en valeur sportive relative aux contrats qu'ils vont signer. Le rôle de Lowman, le rôle de safety défensif, le rôle de roamer, R-O-A-M-E-R, donc littéralement le mec qui rôde autour du panier. Et je parle de ça avec Kornet parce que Kornet, c'est un mec qu'il faut bien se rendre compte que, bon, il est plus vieux aussi, mais il y a une raison pour laquelle il se fait pas drafter. C'est quelqu'un qui a beaucoup de défauts dans son profil. D'accord, il est grand, il est très grand, mais notamment pour faire un peu du pivot défensif, c'était pas la folie. Parce que le centre de gravité est extrêmement haut, donc en termes de mobilité, c'est quand même très très compliqué. Il pouvait pas trop bouger sur des switches ou sur des edges notamment, et même en fait, c'est pas un défenseur de drop. C'est pas du tout une ancre défensive comme Brook Lopez, comme Ivica Zubac, comme Rudy Gobert, etc., etc. Donc en fait, au moment où il débarque en NBA, Luke Kornet, il y a un peu ce truc de t'es gentil en attaque, t'as pas de shoot, t'as un peu de passing, mais ok, t'es pas ultra explosif, tu défends bien le panier, et c'est vrai que depuis toujours, il a eu des bons chiffres au panier parce qu'il est grand, mais après, on peut pas te faire jouer en tant que pivot parce que t'as pas la palette complète d'un pivot défensif. Il se trouve, je crois que j'en ai parlé aujourd'hui, il se trouve qu'on a un peu l'explosion de ce rôle de safety. Si vous avez un peu suivi les rétrospectives NBA 2025, vous avez vu que quasiment à chaque match, aujourd'hui, si vous écoutez l'hebdo, c'est pareil, quasiment à chaque lundi matin, on parle des matchs de la semaine, et on dit, ah tiens, ce match-ci, un tel a été mis dans un rôle de safety. Ah tiens, Chet a été mis dans un rôle de safety. Ah tiens, les Wolves ont joué avec les match-ups, et donc Gobert a été mis en libéro défensif, en roamer, etc., etc. Et pour moi, c'est comme ça que Luke Kornet a explosé. C'est comme ça, parce que un rôle de pivot traditionnel, il n'aurait, je pense, jamais eu sa chance, parce qu'il n'y avait pas le niveau, il n'y a pas les qualités pour, il n'a pas l'assise pour faire des drops, il n'a pas non plus la mobilité pour faire autre chose que des drops, mais surtout même en drop, il pouvait pas. Ça pouvait pas être une ancre défensive. Alors que là, Joe Mazzulla, il a dit, mais il est arrivé, il a dit, bon, Luke Kornet, ok, t'es très gentil, t'es très bon protecteur de panier, et si on t'utilisait que comme ça? Et si on te mettait juste off-ball, et plutôt que jouer le pivot, tu vas rester off-ball, on va te mettre sur un non-shooter, on va te mettre sur un petit, on va te mettre sur un ailier, et en fait tu l'abandonnes, tu vas juste rôder autour du panier. Et donc c'est un atout tactique aujourd'hui, c'est l'explosion de ce rôle tactique qui fait que un mec comme Luke Kornet était payé au lance-pierre pour pourtant un impact en 2025 qui a été génial. Alors génial sur 25 minutes, d'accord, mais génial tout de même. Et je me demande à quel point est-ce que à court terme là, très 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 prochainement, on va pas avoir un peu l'explosion de ce rôle-là? Et je parle de ça en termes de les fameux joueurs 100% gratis, qui coûtent rien, d'aujourd'hui, mais même répercussions en termes de draft. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a peut-être des mecs qui depuis 10-15 ans à la draft, en fait, n'ont pas les qualités non plus pour être de vrais pivots. Le rebond, les box-out, le drop défensif, affronter le ballon, etc. La défense de post-up aussi. Finalement, ces mecs-là, à la Luke Kornet, il ne passait pas le cut de NBA, il passait pas le filtrage parce qu'il n'était pas assez bon pour les critères et ce qu'il fallait faire à l'époque. Mais aujourd'hui, on ne demande plus de forcément défendre le post-up, on ne demande plus de défendre en drop, forcément. Et peut-être qu'il y a juste des mecs qui sont très bons en termes de playmaking défensif et qu'on va pouvoir utiliser en NBA juste en safety. Donc en vérité, je me demande qui pourront être les prochains. Et est-ce que, notamment, je pense qu'ils sont déjà sur le dossier, mais les équipes NBA sont peut-être déjà en train de fouiller la D-League ou la Division 2 universitaire, enfin bref, pour chercher un peu ce type de profil, et que peut-être qu'il y a moyen de signer le prochain Luke Kornet, pour l'instant, pas très cher, mais
qui, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, va pouvoir t'apporter de la bonne protection de panier pendant 20-25 minutes parce que le rôle aura été très spécifique. Donc voilà, la NBA évolue, peut-être que les rôles aussi évoluent, peut-être que les joueurs 100% gratis, ce seront, si on se retrouve d'ici 2-3 ans, il y aura plus de Luke Cornett que d'autres types de joueurs. Peut-être que la draft aussi va évoluer, peut-être qu'un Luke Cornett en 2025 qui se fait drafter, deuxième tour ou même premier tour, plutôt que juste non drafté parce que non, tu ne corresponds pas aux critères de pivot. Donc voilà, c'est un peu un tout et je voulais aussi faire ce podcast aujourd'hui pour 2 raisons. Parce que premièrement, on est en début de saison et donc il y a un gros turnover au niveau de l'intersaison, bien sûr, au niveau des effectifs. Donc là, on arrive un peu sur une page blanche et c'est vrai que comparant à l'année passée, il y a 1 an, Luke Cornett, c'était pas ce niveau-là. Sam Hauser, on connaissait déjà un petit peu, mais Sam Merrill, on savait pas. Ty Jerome, on savait pas. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça qu'on pourrait citer. Et c'est un peu pour moi aussi une des curiosités de la saison à chaque fois, c'est de dire mais qui sont les joueurs un peu 100% gratis, qui n'ont rien coûté, qui vont avoir un salaire de misère, mais qui pourtant vont surperformer et vont aider leur équipe à être une meilleure équipe que leur masse salariale l'indique. C'est une des curiosités de la saison, donc le timing me semblait bon de le faire à ce moment-ci, le podcast. Donc je sais pas, je sais pas qui, j'ai pas encore pris le temps de fouiller un peu à droite à gauche les effectifs pour dire tiens, ça pourrait être lui. Première raison, je pense que le timing correspond bien. Et deuxième raison, puisque on va aussi continuer un peu ce sujet-là, mais pas aujourd'hui, demain. Puisque demain, c'est le format que j'adore, c'est la All Hipster Team. Demain, on va fêter un peu les 4 ans du Basket Lab, lancé un 16 octobre. Donc voilà, demain, aujourd'hui, on a fait un peu la théorie. On a fait un peu l'aspect de ces fameux joueurs 100% gratis qui n'ont rien coûté. Demain, le format de demain All Hipster Team, si vous le connaissez, c'est justement essayer de parier sur des joueurs qui étaient un peu sous les radars à l'époque, ou actuellement qui sont sous les radars, mais qui pourraient exploser et devenir de vrais bons joueurs NBA. Je peux vous donner quelques exemples, notamment ma première All Hipster Team. J'avais Nasrid. Ma deuxième, j'avais Austin Reeves. Donc voilà, c'est un peu le but de l'exercice. J'avais Amir Kofi aussi, à un moment donné. Isaiah Joe, je l'avais pas pris, mais je m'en suis mordu les doigts. Mais Sam Merrill était trop vieux pour mes critères. Je veux qu'il y ait des mecs de moins de 26 ans, mais Sam Merrill, techniquement, je l'avais. Enfin voilà, il y a plein de... En fait, ces joueurs-là me passionnent. Vous avez bien compris aujourd'hui, et parce que je pense que il y a un côté non négligeable. Il y a vraiment un côté non négligeable, et une équipe contender comme OKC cette année, ou comme Boston, qui pour moi était candidat au titre, évidemment. Boston, est-ce qu'on aurait eu la même vision? Est-ce qu'on aurait eu le même niveau de jeu sans l'aide d'un Cornet qui explose à partir de nulle part, un Sam Hauser qui ne te coûterait non plus, sachant que voilà, Boston, second apron, des méga salaires, t'aurais pas eu les moyens sur le marché d'aller te payer un shooter de niveau Sam Hauser, mais sur le marché ouvert, qui t'aurait coûté 10 millions l'année. Tu n'aurais pas eu les moyens d'aller dénicher un pivot backup de telle qualité de Cornet, qui d'ailleurs, vous avez bien vu qu'il a pris un salaire bien plus important aux Spurs, etc. Donc voilà, c'est pour moi, les joueurs gratis, 100% gratis, c'est une partie assez importante, non négligeable en tout cas, des candidats au titre, parce que quand tu joues le titre, tu dois optimiser un maximum ton salary cap et ton budget salarial. Et quoi de mieux pour faire ça que des joueurs sous contrat rookie de type Chet Holmgren, Jalen Williams, d'accord, mais aussi et surtout d'aller gratter encore plus de valeur, encore plus à la marge, mais tout de même avec des Isaiah Joe, Aaron Wiggins, Kenrich Williams, Lou Dort, etc., etc. Vive les joueurs sous les radars et vive les inefficiences du marché. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour ce petit podcast, comme dit, sans prétention, qui était pas hyper long, pas hyper complexe. La majorité du temps a été passé pour les exemples. Au final, la théorie en soi est pas si énorme que ça, mais c'est vrai que le point un peu théorique est assez intéressant, je trouve, cette idée d'aller chercher et toujours plus l'aspect d'optimisation, l'aspect de recherche d'un avantage compétitif. Et donc, quand tout le monde a un peu compris la valeur de tel ou tel profil sur le marché de la free agency, le prochain challenge, c'est d'aller chercher le profil sous-côté, le profil de shooter en sortie d'écran, peut-être le profil de roamer, de libéraux défensif, peut-être aussi, comme je dis un peu en fin de podcast. Mais c'est vrai que c'est à mon avis une partie peut-être pas conséquente, mais en tout cas non négligeable d'une top équipe, d'arriver à créer comme ça, peut-être pas des joueurs à 30 minutes par match, mais au moins 2-3 joueurs à 15, 18, 20 minutes par match de playoff par-ci par-là. Si tu peux créer ces joueurs-ci avec littéralement un budget de 2-3 contrats minimum, je pense que tu te positionnes quand même très bien pour augmenter
ton supporting cast en termes de densité et donc augmenter des chances d'aller loin, parce que forcément tu mets les billes de ton côté. Donc voici pour ce petit podcast, et donc forcément on se retrouve demain après ce mini préambule, vous l'aurez compris. On se retrouve demain, puisque demain nous serons le 16 octobre, on va pouvoir fêter l'anniversaire du Basket Lab avec la cinquième édition de la All Hipster Team demain. En plus, je vous le dis, édition très spéciale de la All Hipster Team pour fêter les 5 ans. Et donc, sur ce, je vous remercie une fois de nous avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour votre soutien, ça fait très plaisir comme à chaque fois. Merci à tous, vraiment. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.